Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Cadre rectangulaire et couture sémiotique, au principe de l'image. Au principe de l'image, comme matrice de l'image, il y a le cadre rectangulaire en tant qu'élément principal du dispositif de représentation en général, et du dispositif perspectif en particulier. Ce cadre principiel équivaut à ce que Gérard Wajman appelle un cadre a priori, et Giovanni Carreri un cadre invisible. Comme l'explique Gérard Wajman, ce cadre rectangulaire invisible correspond dans la construction géométrique perspective à la section virtuelle de la pyramide visuelle par le plan du tableau. Ce cadre doit être distingué du cadre objet, nommé cadre visible, par Giovanni Carreri et cadre a posteriori par Gérard Wajman. La temporalité du cadre rectangulaire est respectée. Premièrement, la coupure sémiotique commande et commence un espace pour la représentation. Secondement, intervient l'encadrement du tableau une fois ce dernier achevé, comme en témoigne la fameuse lettre de Poussin au commanditaire de la manne. Ces deux types de cadres dont la terminologie sera précisée sont intimement liés, puisque le cadre objet semble notamment redoubler la clôture sémiotique opérée par le cadre rectangulaire. La coupure sémiotique comme geste premier du dispositif iconique délimite d'abord un champ de vision en instituant un ordre dans le chaos, rappelant ainsi le champ de vision ou templum que traçait l'augure dans le ciel pour y pratiquer une divination. Ce champ de vision est aussi champ de signification où l'on peut lire et interpréter les signes qui s'y inscrivent, passage d'oiseaux ou peinture. Pour Yves Roman, les fondements du templum n'étaient pas architecturaux mais procédaient de la délimitation du champ de vision de l'augure. Le templum antique romain était un dispositif de vision oculaire de l'augure et vision sacrée de divination. Des signes réels, des oiseaux présents au sein du cadre rectangulaire délimité y prenaient une autre signification et devenaient objet à interprétation. L'augure opérait une lecture de ces signes. Il en faisait naître un sens. Le templum antique romain fonctionnait comme un dispositif de vision commençant et commandant une lecture, une interprétation, une divination. Le système opératoire du cadre rectangulaire est comparable à celui du templum romain antique. Le cadre qui entoure un tableau fonctionne lui aussi en tant que dispositif de vision commençant et commandant une lecture, une représentation, une interprétation de marques de peinture en signes picturaux. Le spectateur du tableau lit et interprète les traces laissées par le pinceau contre la toile. Il en fait aussi naître un sens. L'indice devient icône et symbole. Lorsqu'elle est déposée sur la surface du tableau délimité par le cadre rectangulaire, la peinture en tant que matière, celle que l'on fait sortir des tubes de peinture, devient autre, signifiante, objet d'art, d'admiration, d'interrogation. La peinture, ce n'est pas seulement de la peinture. L'homme y met quelque chose en plus. Il ajoute au réel de l'imaginaire et du symbolique. Lorsque le peintre pose son pinceau enduit de peinture sur la toile, il laisse comme des signes à deviner. Le templum antique romain est ainsi un dispositif de vision auquel est comparable la perspective en tant que dispositif optique, Philippe Fontaine. Pour le templum de l'Antiquité romaine comme pour un tableau, un cadre rectangulaire serait tracé premièrement pour voir, pour ouvrir un espace de visibilité et de signification. Voir et savoir vont de pair. Pour voir sous-entend une suite, pour voir ce qui va se passer. Nous allons bien voir ce qui va se passer, ou plutôt vous allez pouvoir le lire. L'augure qui délimite un rectangle dans le ciel penserait lui aussi en termes de possibilités, de divination pour un destin à venir, à voir, à lire. Pour voir, pour lire l'avenir. Les rectangles du templum et de la peinture ne sont pas seulement des systèmes de projection matérielle, projection cosmique pour le templum et projection optique pour la perspective. Ce sont aussi des dispositions projectives qui projettent en avant dans l'espace, dans un autre espace et dans le temps, dans un autre temps, puisque ces lieux rectangulaires peuvent être le théâtre de divination ou d'interprétation. On cherche à y lire le drame qui s'y trame. Cette analogie entre templum et tableau n'est pas neuve. Elle a été pensée par Daniel Arras et par Leon Battista Alberti, qui a fondé le tableau comme ouverture d'un rectangle pour un espace de visibilité. Le templum constitue un mode de rationalisation de la signification de l'espace. Mais contrairement au templum,
La coupure sémiotique iconique nécessite une orientation particulière selon un plan vertical, ce qui rappelle à l'observateur l'une des caractéristiques principales de l'image, perspectiviste. La vue d'une image orientée verticalement renvoie majoritairement à la simulation d'une vue à travers, simulation que l'on renvoie, non sans quelque erreur, à la métaphore rebattue et souvent mal comprise du tableau comme fenêtre. La coupure sémiotique, souvent associée à une vue au travers, est porteuse d'un certain nombre de présuppositions problématiques. Chapitre 1. Délimiter un champ de vision. 1. Séparer pour relier. Découpure et clôture sémiotique, séparer pour relier. Définition. Le cadre rectangulaire comme couture sémiotique. Toute coupure sémiotique est clôture, et inversement. La clôture sémiotique sert à clore pour protéger de l'extérieur. Pas de problème de terme pour la clôture, donc. En revanche, pour ce qui est de la coupure sémiotique, sa dénomination mérite un examen. La coupure sémiotique sert à découper, séparer, plus qu'à couper. Car toute coupure n'est pas découpe et toute découpe n'est pas découpure. Le verbe correspondant le mieux à ce que l'on nomme traditionnellement coupure sémiotique est découper, et non couper. Couper c'est porter un coup, diviser d'un coup, dicte le dictionnaire. Et à poursuivre la définition de ce verbe au synonyme tranchant, on croirait voir œuvrer un boucher, diviser avec un instrument tranchant, trancher, émincer, tronçonner, découper, dépecer, hacher, tailler, amputer, mutiler. Rien à voir ou si peu avec la coupure sémiotique opérée par le cadre rectangulaire. Celle-ci serait plutôt une découpe. Avec le verbe couper, surgit en effet l'idée d'un coup violent porté en une fois comme par un massicot. Mais comment couper en une fois un cadre rectangulaire puisqu'il comporte 4 côtés ? Ce serait là un de ces casse-têtes chinois qui met la tête au carré, pour reprendre l'expression de Bernard Magnier. Le cadre contraignant. Mise au carré, selon tout bon dictionnaire, ici par exemple le Robert, ce que familièrement l'on met au carré c'est la tête, mettre à quelqu'un la tête au carré, le frapper, jusqu'à lui déformer la tête. On voit où je veux en venir. Mettre non la tête mais le texte au carré c'est lui faire violence, le déformer, ou plutôt lui imposer une forme neuve, insolite, comme le carré pour la tête, habituellement arrondi. Bref, le forcer à obéir à quelques contraintes. Qu'est-ce d'ailleurs que le quadrillage perspectif inscrit dans le cadre quadrangulaire sinon une mise au carreau ? Pour reprendre l'analyse de Philippe Fontaine, la perspective apparaît ainsi comme un moyen de pacification et d'arbitrage de la réalité perçue dans la vision spontanée. Le monde déstructuré de la perception immédiate se convertit en un monde géométrisé, mis au carreau. Il semble plus aisé de découper le cadre rectangulaire. Avec ce verbe se dessine au contraire l'action lente et appliquée des ciseaux suivant si besoin une ligne auparavant tracée. Un cadre rectangulaire, ça ne se coupe pas, ça se découpe. Découper, c'est le dictionnaire dictant toujours, diviser en morceaux, en coupant ou en détachant au bon endroit, couper régulièrement suivant un contour, un tracé, détaché avec des ciseaux. On est passé en quelques mots de la tronçonneuse au ciseau. Les mœurs semblent s'être adoucies. Les mots paraissent moins tranchants. Pour couper court à cet examen de conscience, il est préférable de seulement remarquer que le cadre rectangulaire découpe plus qu'il ne coupe. Par conséquent, il serait peut-être plus approprié de parler de découpe sémiotique, ou mieux de découpure, c'est-à-dire de découpage. Mais faire un découpage est un jeu d'enfant tandis qu'une découpure est comme l'apanage d'une dame, rare et précieux. Découpure de découper. Rare. Action de découper une étoffe, du papier, son résultat. Découpage. Découpure fine, élégante, gracieuse. Ceci rectifié, le terme de découpure prend l'avantage sur le terme de clôture pour décrire le fonctionnement du cadre rectangulaire qui est à la fois acte et résultat de cet acte, où l'acte est le plus souvent présupposé. En effet, le terme de clôture renvoie seulement au résultat de l'action consistant à clore, tandis que celui de découpure correspond à la fois à une action et à l'état qui en résulte. 1. Action de découper une étoffe, son résultat. 2. État, forme de ce qui est découpé, bord découpé. Le cadre rectangulaire est bien un bord découpé, une découpure. La découpure comme la clôture sémiotique sont des procès instituant un lieu particulier. En tant que procès, cette action janusienne s'inscrit dans une temporalité. Ce procès 2 en 1,
pose là encore un problème de terminologie, et puisque jouer avec les mots requiert beaucoup de sérieux, il convient là encore de trancher. La découpure sémiotique est aussi en même temps clôture et inversement. On ne peut évoquer l'un et omettre l'autre, sans que ce dernier ne fasse défaut. Le cadre rectangulaire est coupure, découpure et clôture sémiotique. En un mot, il est cloté, pur. Ou mieux coupeture, pour rester dans le domaine textile, celui de la découpure de la toile du tableau tendue sur le châssis rectangulaire. Restons-en là, le cadre comme couture sémiotique, à la fois coupure, découpure et clôture. Pour une analogie entre couture sémiotique et pensée. Le cadre exige manifestement une proportion extrêmement fine de présence et d'effacement, d'énergie et de retenue si, dans la sphère du visible, il doit servir d'intermédiaire entre l'œuvre d'art et son milieu que tout à la fois il relie et sépare. Georg Simmel. L'interprétation de la couture sémiotique selon Georg Simmel permet de filer la métaphore du tissage où relier devient noué. La forme artistique seule tranche tous ses fils et les noue en quelque sorte vers l'intérieur. Cette formulation heureuse de la couture sémiotique qui se trouve ici exemplifiée est d'autant plus riche de sens si l'on relie ce passage du cadre et autres essais à un autre ouvrage de l'auteur paru 15 ans plus tôt, La tragédie de la culture, étrangement similaire dans l'esprit, où il décrit ce binôme séparé relié comme étant proprement humain. L'image des choses extérieures comporte pour nous cette ambiguïté que tout, dans cette nature extérieure, peut aussi bien passer pour relier que pour séparer. C'est à l'homme seul qu'il est donné, face à la nature, de lier et de délier, selon ce mode spécial que l'un suppose toujours l'autre. La formule selon laquelle se conjuguent dans les opérations humaines, ces deux activités, est-ce l'état de liaison et ou l'état de scission qui est ressenti comme naturellement donné, et leur contraire à chaque fois comme la tâche qui nous est fixée? Cette formule donc articule tout notre faire. Dans un sens immédiat aussi bien que symbolique, et corporel aussi bien que spirituel, nous sommes à chaque instant ceux qui séparent le relié ou qui relient le séparé. Avec la construction du pont, paraissent s'opposer à la volonté humaine de raccordement non seulement la résistance passive de l'extériorité spatiale, mais la résistance active d'une configuration particulière. Surmontant l'obstacle, le pont symbolise l'extension de notre sphère volitive dans l'espace. Pour nous et rien que pour nous, les rives du fleuve ne sont pas simplement extérieures l'une à l'autre, mais justement séparées. Et la notion de séparation serait dépourvue de sens si nous n'avions commencé par les relier, dans nos pensées finalisées, dans nos besoins, dans notre imagination. Ce passage est en somme une image de ce qu'est la pensée humaine. Georg Simmel utilise d'ailleurs le terme de pensée. Penser, c'est analyser, séparer, et synthétiser, relier. Analyse vient du terme grec analousis, décomposition, soit l'analyse comme idée de décomposition, didacte. Opération intellectuelle consistant à décomposer une œuvre, un texte en ses éléments essentiels, afin d'en saisir les rapports et de donner un schéma d'ensemble. Quant à la synthèse, ce nom féminin vient du grec synthesis, qui signifie réunion, composition. Opération qui procède du simple au composé, de l'élément au tout. Activité de l'esprit. 1. Log et philo. Suite d'opérations mentales qui permettent d'aller des notions ou propositions simples au composé, opposées à analyse. Il est admis en général que la synthèse reconstitue ce que l'analyse avait séparé, et qu'à ce titre la synthèse vérifie l'analyse CL. Bernard. Voilà pourquoi dans le binôme séparé-relié, il s'agit non de lier mais de relier ce qui avait été séparé. En un sens, ceci laisse présupposer de la réponse à la question de Georg Simmel. Est-ce l'état de liaison et ou l'état de scission qui est ressenti comme naturellement donné, et leur contraire à chaque fois comme la tâche qui nous est fixée? La liaison serait initiale, l'état de liaison serait premier puisqu'il s'agit de relier et non de lier. On relierait ce qui avait été séparé. Ceci rejoindrait l'idée mythique d'un chaos originel et informe qu'une divinité aurait séparé dans un geste de délimitation originelle, si semblable à celui esquissé par l'artiste lorsqu'il délimite un templum pour la représentation à venir. Autre argument pour la thèse d'une liaison première, un lié, et d'une opération humaine d'analyse, deux séparés et de synthèse, trois reliés. La conscience de l'homme ou chi, c'est-à-dire la séparation qui permet le recul en soi-même et le retour sur soi-même. Deux autres remarques s'imposent, sous la forme de syllogisme.
Premièrement, Georg Simmel explique que l'acte de séparer et de relier à la fois est un acte proprement humain. Or le cadre opère cet acte de séparer et relier à la fois. Donc le cadre serait proprement humain. Secondement, la description que Georg Simmel fait de l'acte de séparer et de relier à la fois peut être analysée comme une formulation possible de ce qu'est penser, analyser et synthétiser. Or le cadre opère cet acte de séparer et relier à la fois. Donc le cadre, en tant que couture sémiotique, serait une formulation possible de ce qu'est penser. Il sera question dans cet ouvrage d'opérer le même travail que celui de la couture sémiotique. Séparer et relier, c'est-à-dire analyser et synthétiser. Un ouvrage ayant non seulement pour objet mais aussi pour principe d'élaboration, de confection, celui de la couture sémiotique. Mettre, pour reprendre les termes de Bernard Magnier, le texte au carré. Ceci posé, cette analogie entre procès de la couture sémiotique et procès de la pensée peut être enrichie de deux idées principales. La première approfondit plus particulièrement un aspect de l'analogie. Ce n'est plus seulement la couture sémiotique dans son ensemble, mais surtout le geste de découpure qui est relié au fonctionnement de la pensée. La pensée moins comme couture sémiotique, séparée et reliée, que comme découpure séparée. Tout d'abord, la découpe, le découpage peuvent être analysés comme une expérience de pensée, Christine Bussy-Glucksmann, une limite intentionnelle, Odile Beller. La seconde idée expose ce qu'on pourrait résumer avec Jacques Aumont comme étant une pensée de la boîte. La couture sémiotique opérée par le cadre quadrangulaire peut être assimilée à un système qui s'apparente autant à une mise au carré, Bernard Magnier, qu'à une mise au carreau, Philippe Fontaine, Jacques Aumont. Comme l'explique Christine Bussy-Glucksmann, le diagramme est un modèle d'abstraction. Il peut s'inscrire dans un cadre quadrangulaire puisque Duchamp pouvait définir le tableau comme un diagramme de l'idée. Ce diagramme, dit-elle, opère par un geste de découpe qui est comme tel une expérience de pensée. 29. Une pensée qui se traduit, s'effectue en geste, dans un geste de découpe. Comme le tracé d'un cadre rectangulaire, comme la découpure sémiotique, la pensée doit progresser, tracer son chemin. De la même manière que la découpure sémiotique s'effectue en traçant une ligne d'un geste créateur, la pensée se réalise et naît à elle-même dans le trait du stylo sur la feuille. Les écrivains, penseurs et romanciers sont là pour témoigner de cette importance du geste d'écriture, de la matérialité de la pointe du crayon sur la feuille. L'écriture est la pensée qui s'engendre. Il s'agit de ne pas penser et de ne pas agir à vide dans le vide et le chaos, mais de penser, d'agir contre le vide, en évacuant d'un trait le vide, en le repoussant hors de ses limites délinées. La pensée est création, action et surtout action contre, refus de quelque chose, du vide, de l'entropie, du lieu commun. Penser, c'est dire non à l'un, mais c'est surtout l'écrire. Écrire ce que l'on pense, découper un lieu où adviendra une représentation, c'est aussi en assurer la visibilité et la communicabilité. Le lieu institué par la couture sémiotique du cadre rectangulaire pour l'image ou pour le texte, la page blanche, n'est pas seulement le paradigme d'un geste de découpe qui est comme tel une expérience de pensée. Il participe aussi du dispositif de communication par lequel cette pensée peut accéder à la reconnaissance symbolique et à l'espace public. Pour Odile Beller, la découpure sémiotique est idée, pensée, mais la limite posée est destinée à une possible transgression. Il y a d'une part une pensée normée dans le cadre, et d'autre part le désir, la tentation de passer de l'autre côté à l'extérieur. Un extérieur qui est, selon la définition de la clôture sémiotique, un espace de danger, de chaos, de menace. Vouloir opérer une subversion de la couture sémiotique comme limite intentionnelle, revient à vouloir se mesurer à ses propres limites, aux limites de sa pensée. Ce qui est cadré en réalité ce n'est pas le réel, mais une pensée, une image du réel, formée par l'énonciateur à la vue du réel. Où la conception d'une image est déjà une image. La lecture de la réalité forme une image, un tableau qui obéit à des règles d'assemblage et de cohérence, mises en évidence dans notre article sur la notion de tableau chez Wittgenstein, Beller, 1993. En fait, l'idée de découpage est préalable à la notion de cadre. La technique révèle la pensée, l'image qu'on se fait du réel, le désir d'englober le réel, de le circonscrire à des limites cohérentes pour mieux le comprendre et mieux le maîtriser. Nous sommes également portés à prévoir en même temps une dimension qui nous échappe, un au-delà qui ne répond pas aux mêmes normes. Un jeu agréable,
car il tient de la transgression des règles, consiste à dépasser des limites que nous imposons préalablement à notre propre vision. Pour voir ou imaginer au-delà, j'ai besoin de concevoir les limites de l'en-deçà, de concevoir un cadre. La clôture sémiotique délimite dans le cadre à partir duquel on se positionne, protégé, et à partir duquel est possible l'idée de transgression de la limite vers un extérieur non normé. Ce passage concernant la couture sémiotique abordé ici à la fois comme découpage et comme clôture, donne l'occasion de remarquer que le cadre viendrait redoubler et renforcer la couture sémiotique. L'idée de découpage est préalable à la notion de cadre. La technique révèle la pensée. Là encore, la découpure est pensée, conception, engendrement. Pour voir ou imaginer au-delà, j'ai besoin de concevoir les limites de l'en-deçà, de concevoir un cadre. Pensée, conception, vision, imagination. 4 concepts impliqués par le cadre rectangulaire comme couture sémiotique. Concevoir un cadre, l'apercevoir, le recevoir, l'engendrer, c'est-à-dire lui donner naissance, le comprendre, se le représenter et le représenter, imaginer enfin, inventer. Cette expression contient et condense le principe du cadre comme couture sémiotique, geste de découpe qui est comme tel une expérience de pensée, Christine Bussy-Glucksmann. Jacques Aumont donne quant à lui une définition de la couture sémiotique comme pensée de la boîte, où le cadre rectangulaire est mis en relation avec le système perspectif. L'un et l'autre participent d'une même couture sémiotique procédant d'un quadrillage, perspectif, et visant à ordonner notre vision du monde. L'histoire des images dans l'art et hors de l'art ne serait que la répression de ce rêve par une pensée pyramidale. La pensée de la boîte, limite matérielle devenue bord, par incision et arrachement. La boîte et la pyramide, c'est le carrelage, la mise au carreau. L'un et l'autre ensemble et solidairement ont cette signification, d'imposer une limite à l'image, de la réduire à l'occupation d'un champ spatial qui se la soumet, que ce soit par des règles d'harmonie compositionnelle et d'occupation régulière ou par l'application à un découpage du visible, de la géométrie du regard mobile, au fond c'est tout un. Penser et cadrer, voici nous dit-on le projet du cadre. Sans doute, ce découpage du visible, est-il aussi clôture protégeant un intérieur dans ses limites contenues. Il y aurait là encore une couture sémiotique. Cette boîte est selon les termes de Thomas Kuhn une boîte conceptuelle. Certes, cet auteur ne parle pas de couture sémiotique, ni de cadre. Pourtant la similitude de procès entre la pensée de la recherche scientifique et cette pensée de la boîte définie par Jacques Aumont à propos du cadre interpelle. Dans la structure des révolutions scientifiques, Thomas Kuhn compare la recherche scientifique à une tentative opiniâtre et menée avec dévouement pour forcer la nature à se ranger dans les boîtes conceptuelles fournies par la formation professionnelle. Nous nous demanderons simultanément si la recherche pourrait avancer sans de telles boîtes. La science normale est encore décrite comme une tentative pour forcer la nature à se couler dans la boîte préformée et inflexible que fournit le paradigme. Il semble alors possible d'avancer que la boîte conceptuelle qu'est le paradigme fonctionne sur le modèle de la couture sémiotique qui peut elle-même être un modèle de la pensée. Cette boîte conceptuelle ouvre et ferme à la fois. Elle est la condition de possibilité de la recherche scientifique. Sur le mode analogique, le paradigme est une matrice pour la recherche, comme le cadre rectangulaire est une matrice, Maurice Mouillot, Jean-François Tétu, pour la représentation. Ce cadre semble être à la fois une possibilité et une contrainte, une capacité doublée d'une obligation. En effet, la représentation peut advenir au sein du cadre, et elle sera de fait contrainte dans la rectangularité du cadre. La couture sémiotique sépare et relie, ouvre et ferme à la fois. De même, le paradigme décrit par Thomas Kuhn comme boîte conceptuelle ouvre un champ de recherche possible, décrit comme un champ visuel, mais il définit, délimite et circonscrit aussi ce champ. Le but de la science normale, explique l'auteur, n'est ni la mise en lumière de phénomènes nouveaux, ceux qui ne cadrent pas avec la boîte passent inaperçus, ni l'invention de nouvelles théories, mais l'articulation des phénomènes et des théories que le paradigme fournit déjà. Celui-ci opère une restriction du champ visuel, née de la confiance en ce paradigme. Cette restriction serait nécessaire au développement de la science. Séparer pour relier, cadre invisible, cadre indivisible. Il est possible de rapprocher le cadre rectangulaire en tant que couture sémiotique du cadre invisible dont parle Giovanni Carreri. En effet, le cadre invisible est une figure du cadre du tableau, lui aussi ouvert et fermé.
Cadrer. Terme de tauromachie, immobiliser le taureau avant de l'estoquer, Petit Robert. Figure de corrida, où le torero met en pose le taureau et se présente lui-même dans l'acte de présenter le taureau en pose. Comme le torero, le tableau ne peut rien présenter sans se présenter lui-même dans l'acte de présenter. Le cadre invisible qui tient le torero et le taureau dans une proximité parfaite est une figure du cadre du tableau, qui lui aussi ouvert et fermé, invite à s'approcher et tient à distance. Le cadre visible de la peinture est l'un des présentateurs du tableau. À ce cadre invisible similaire à la couture sémiotique, elle aussi invisible, tout comme le tracé par l'augure d'un templum dans le ciel, s'oppose le cadre visible à rapprocher du cadre objet. Par cette ouverture et cette fermeture, la couture sémiotique invite et intrigue le spectateur mais le maintient dans une distance. Cette contemplation est un mouvement double de fascination, d'absorbement dirait Michael Fraïd, et de mise à distance comme on peut l'être face à un lieu sacré, coupé des réalités impures, Patrick Négrier, qui ne doit pas être profané, un templum. Cette contemplation distanciée met en jeu une relation ambiguë entre la composition de l'image et son spectateur dans un dispositif étudié, feignant l'ignorance ou au contraire l'absorption du spectateur. Cette invisibilité de la couture sémiotique garantit aussi son indivisibilité, tel le haa qui préserve l'unité du jardin qui semble pourtant se fondre dans la nature. L'extérieur est constitué comme par défaut. À l'intérieur de la clôture sémiotique se déploie, invincible, le monde de la représentation. La caractéristique janusienne de la couture sémiotique qui ouvre et ferme, découpe et clôt, invite et retient à la fois, est semblable à celle du cygne, transparent et opaque, ouvert et fermé. Le cadre-objet est quant à lui l'indice du tableau. La couture sémiotique et le cadre-objet relèvent, comme l'avait souligné Louis Marin à propos du cadre, de l'appareil d'énonciation et de représentation. Cadre et perspective ont à voir avec le signe et la représentation. Le titre de l'ouvrage de Stéphane Lochkin, L'écran de la représentation, évoque à lui seul que l'écran, comme le signe, comme la perspective et comme la couture sémiotique est un dispositif permettant de représenter, c'est-à-dire de rendre présente la représentation. L'écran est ce qui permet à la représentation d'advenir, d'exister, d'être présente ici et maintenant. Un écran peut révéler ou cacher, faire écran. L'écran rectangulaire de cinéma peut être à la fois transparent. Il permet alors une vision, une ouverture fictive sur une profondeur et une action, et opaque. Il cache quelque chose que nous désirons voir. Il en empêche la vision par un mouvement d'occultation, de fermeture de cette profondeur qui n'est que simulée. 2. Un extérieur constitué comme par défaut à l'intérieur, le monde de la représentation. Un extérieur constitué comme par défaut. Dans le dispositif iconique, la relation entre intérieur et extérieur de la couture sémiotique est déterminante, notamment dans la mesure où ce sera la mise à mal de cette relation qui sera invoquée par les avant-gardes pour réagir contre le tableau de Chevalet. L'étude de ce rapport entre dehors et dedans peut être amorcée avec un propos de Louis Marin qui consacre une partie entière de son ouvrage de la représentation au cadre de la représentation. Il met en lumière un rapport entre contradictoire A versus non A, où l'extérieur est défini par exclusion. Le cadre est un ornement nécessaire du tableau. Le tableau en a besoin. La représentation se présente représentant quelque chose. Signe de la dimension réflexive, le cadre en est l'opérateur. Opérateur du processus de transformation de l'aspect en prospect, de la différence simple des contraires A versus B versus C, dans la différenciation des contradictoires A versus non A qui est réservée à la présentation de la représentation, à sa réception spécifique. Le cadre comme signe et processus vise à transformer la différence infinie du monde perçu, les espèces des choses avoisinantes, en une différenciation absolue où la représentation picturale n'admet aucun jugement de convenance ou de disconvenance avec ce qui ne serait pas elle, mais seulement un jugement déclaratif de sa présentation comme représentation par exclusion de tout ce qui n'est pas elle. La représentation picturale n'est pas ce qui est vu de préférence à autre chose. Elle est ce qui ne peut pas ne pas être vu parce qu'il n'y a qu'elle à voir. Le cadre comme processus dont parle Louis Marin correspond pour nous à la couture sémiotique. L'auteur étudie ici le fonctionnement du cadre à partir du cadre-objet, ou cadre-cornice.
Il n'établit pas de distinction explicite entre cadre visible et cadre invisible mais entre trois significations du mot cadre, dans trois langues différentes, le français, l'italien et l'anglais, cadre, cornice et frame. Bien que cadre étymologiquement signifie carré, on dit pourtant un cadre rond ou ovale. Le français insiste ainsi sur la notion de bord. Le cadre garnit la limite extrême de la surface géométriquement découpée de la toile. Avec cornice, l'italien en revanche adopte un terme d'architecture, cette avancée qui règne autour d'un bâtiment pour en préserver le pied de la pluie, moulure en saillie qui couronne toutes sortes d'ouvrages et notamment la frise d'entablement dans les ordres. Les valeurs d'ornement et de protection, les notions de prégnance et d'avancée se jouent dans le terme. Le cadre comme frame serait plutôt un élément structurel de construction du tableau entendu moins comme représentation ou image que comme toile. Frame. Le cadre est un châssis qui tend la toile pour la rendre apte à recevoir les pigments. Plutôt qu'un bord ou une bordure, plutôt qu'un ornement d'extrémité, il est la substructure du support et de la surface de représentation. Cependant, cette typologie ne permet pas d'analyser pleinement la différence entre couture sémiotique et cadre-objet, même si Louis Marin y fait implicitement référence à de nombreux endroits, comme ici. Cette distinction doit pourtant être opérée pour penser le dispositif construit par le cadre rectangulaire. Celui-ci institue en premier lieu un espace par défaut, différent de l'univers qui lui est extérieur. Et en ouvrant un espace pour la représentation, le cadre inverse simultanément le rapport de lieu. Ce n'est plus le cadre qui est différent de l'environnement extérieur, mais l'environnement extérieur qui est différent de l'espace ouvert par le cadre. La différence n'est pas insignifiante. Le monde extérieur habituellement pris comme point de référence est ici à l'inverse constitué par défaut. L'espace ouvert par le cadre devient lieu originel par rapport auquel tout le reste se positionne. En traçant un cadre rectangulaire, je définis l'intérieur du cadre en définissant ce qui est extérieur au cadre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.